Physicien et enseignant, chercheur et formateur à l'agrégation de physique, Daniel Husson enseigne la thermodynamique à l'Université de Strasbourg. Daniel Husson, bonjour. Bonjour. Professeur, vous publiez un ouvrage qui fait débat, Climat, de la confusion à la manipulation, aux éditions L'Artilleur et en vente sur le site de TV Liberté, tvl.fr. Vous allez dans la boutique de TVL. Ma première question, elle est simple. Quand on regarde avec effroi les inondations meurtrières en Espagne, des images anxiogènes qui suscitent une vive émotion, évidemment, peut-on, comme vous le professez, conserver des ressources de rationalité quand on aborde la question du climat? Il y a des messages qui, face aux images, eh bien, sont disqualifiés d'emblée. Oui, merci déjà pour l'invitation. Et sur cette entrée en matière, bien sûr, on est rattrapé par l'actualité. J'ai commencé ce livre il y a 2 ans, on va dire. Et sur le sujet précis des inondations qu'on voit bien sûr traiter abondamment à la télévision, il y a plusieurs choses à dire. Il y a d'une part un effet de loupe dû au traitement médiatique de tous les événements. Le fait qu'on est aujourd'hui au courant de tout ce qui se passe, on va dire en temps réel, que ce soit à Bogota, au Groenland, c'est quelque chose qui n'a jamais existé avant les chaînes d'information continues. Donc attention à ce biais-là, on va dire. L'autre chose, c'est qu'on peut faire une liste de tous les phénomènes catastrophiques qui nous assaillent presque au quotidien et dont plusieurs sont attribués au fameux réchauffement climatique et dont plusieurs sont en fait attribués à d'autres phénomènes. Je peux prendre l'exemple des méga-feux. Les méga-feux qui ont aussi défrayé l'actualité, qui étaient situés sur le pourtour du bassin Pacifique, en Indonésie, en Australie, en Californie, et en lien évidemment avec ce qu'on appelle le phénomène El Niño, qui sont des oscillations climatiques dans le Pacifique et qui ont des répercussions dans le monde entier, et qui sont totalement incomprises par la science du climat, que ce soit les météorologues ou les gens qui simulent le climat sur le long cours. Sur les inondations. Oui, en Espagne, concrètement. Voilà, il y a maintenant des hydrologues qui travaillent depuis des années et qui ont montré que nos pratiques agricoles de déforestation, de surpompage, ont accéléré le cycle de l'eau d'un facteur 2 en 50 ans. Et ceci conduit à des situations où il y a plus d'eau ici et moins d'eau ailleurs, indépendamment des températures. Donc je peux recommander de lire Charlène Descolonges, qui écrit des livres sur le cycle de l'eau et sur la manière dont on est responsable de ça, et qui n'a pas de rapport direct avec la température. Ceci dit, il faut quand même dire que la température moyenne de la mer Méditerranée est en augmentation, plus importante que celle de l'Atlantique et plus importante que le Pacifique. Autrement dit, il y a des effets locaux qui ne peuvent pas être attribués au gaz carbonique de toute la planète. Donc j'insiste un peu dans le livre sur le fait que l'océan et les masses aqueuses ont un pouvoir intrinsèque d'absorption de l'énergie solaire, indépendamment de ce qui se passe dans l'atmosphère qui les surplombe et qui est inférieur d'un facteur, on va dire, de masse thermique, d'un facteur 1000. Et on ne peut pas attribuer ce qui se passe dans les océans à une chimie quelconque de l'atmosphère. On va revenir sur tout ça, mais il y a un propos en exergue de votre démonstration dans l'ouvrage qui a retenu toute mon attention. Vous dites, je vous cite, « Le physicien que je suis a beaucoup hésité avant de prendre la plume, mais vient un moment où l'on se sent obligé de réagir aux contre-vérités. Le sujet du climat est devenu une religion totalitaire, dangereuse. » Vous voulez me dire que l'impartialité n'est plus qu'un rêve sur cette question ? Sur cette question, en effet, il y a de très grands problèmes, on va dire, de diffusion de la vérité scientifique et de discours exclusif qui est évidemment relié par le GIEC. Je rappelle que le I dans GIEC veut dire intergouvernemental. Ça n'est donc pas un groupement de scientifiques, hein. C'est une émanation de l'ONU. C'est pas le I de indépendance, c'est le I de intergouvernemental. Absolument. Et donc cet organisme fait un travail, on va dire, plutôt scientifique, et émet à intervalles réguliers des rapports très très épais que finalement personne ne lit. Et si on les ouvre, on voit beaucoup de science et pas d'alarmisme du tout. Suite à ces gros rapports, il y a un plus petit rapport d'une 40aine de pages qui est à destination des décideurs. Et dans ce rapport-là, les scientifiques ne mettent pas une virgule. Ce sont uniquement des entités, des hauts fonctionnaires de l'ONU et des gens qui ne sont pas des scientifiques. Et malheureusement, les scientifiques qui travaillent au GIEC ne viennent jamais contredire l'alarmisme qu'on trouve dans ce petit post-scriptum. Et ça, c'est un petit peu dommage,
Parce qu'en cherchant aussi ce que le GIEC retient comme littérature scientifique et ce qu'il rejette, on se rend compte en fait qu'il y a presque la moitié de la littérature qui va dans le sens opposé, littérature scientifique, qui n'est pas retenue simplement parce que le mandat du GIEC, ce n'est pas celui-là. Le mandat du GIEC, c'est d'alerter les politiques sur les méfaits des hydrocarbures. Ça, c'est son mandat. Ça n'est pas de dire le vrai sur le climat, pas du tout. Hein. C'est les méfaits des hydrocarbures qui sont grands. Mais malheureusement, pour le coup, le carbone ne tombe pas dans cette catégorie-là. Ce sont d'autres méfaits des hydrocarbures qu'il faudra regarder bien en face. Alors, dans votre manière, votre volonté plutôt très pédagogique de mettre fin à la confusion, vous le dites dès les premières pages, j'ai reconnu moi quand même une certaine forme de confusion. En quelques pages, d'une part, vous dénoncez ce que vous appelez les terreurs de l'an 1000. Les variations de climat sont de trompe-l'œil, dites-vous. Et d'autre part, vous dénoncez les productivismes effrénés, le lobby nucléaire, ceux qui n'ont pas écouté les avertissements de René Dumont, qui a été le pionnier du mouvement écologiste. Est-ce qu'on nage pas là véritablement en pleine confusion? La Terre, elle souffre ou pas? Oui, la Terre souffre beaucoup plus des atteintes à la biodiversité. Et quand on dit biodiversité, il faut là aussi éclaircir un peu le propos. Pour beaucoup de gens, c'est la mort du rhinocéros noir ou du léopard des neiges. En fait, ce n'est pas ça le problème de la biodiversité. La biodiversité, c'est le problème que des habitats entiers sont attaqués d'une manière telle que des espèces, des pans entiers de la vie disparaissent. On connaît le cas emblématique des orang-outans. Personne n'en veut aux orang-outans. En fait, on a juste besoin de plus de forêts pour monter des cultures qui rapportent beaucoup d'argent au pays. Et par contre-coup, on élimine des pans entiers, pas seulement les orang-outans, tout l'écosystème du coin. Donc oui, les humains font beaucoup de bêtises dans leur gestion de la biosphère. Et il se trouve que le CO2 fait partie, on va dire, de ce qu'on pourrait mettre dans cette longue liste de bêtises. Mais je démontre dans le livre que le CO2 n'est pas relié causalement à la montée des températures. C'est juste ça ce que je dis. Vous dites même des choses un peu surprenantes. Vous dites par exemple les ours blancs, on se plaint de leur disparition, mais ils ne disparaissent pas. On ferait mieux de s'intéresser à la disparition des insectes ou des hannetons, parce que ceux-là, on ne les voit plus et ils sont beaucoup plus importants pour l'homme. Absolument. Donc dans le chapitre biosphère, il y a des totems, des animaux ou des objets comme les coraux qui font battre le cœur des gens. Et là aussi, on se trompe encore une fois de cause. Ce n'est pas la montée des eaux qui fait disparaître les coraux. Les coraux vivent très bien sous l'eau. Ce qui fait disparaître les coraux, c'est la modification chimique des océans. Et en particulier, on l'a démontré en Australie, les crèmes solaires utilisées par les baigneurs de cet endroit-là. Donc les coraux, on oublie également le lien avec le climat, parce que c'est faux. Pour les ours blancs, il se trouve que dans les années 2000, les ours blancs qu'on a recensés, ils étaient à peu près 5000. Aujourd'hui, ils sont 30 000. Et il y a un chercheur, c'est une dame dont le nom m'échappe maintenant, qui a écrit, je traduis de l'anglais à la volée, la catastrophe de l'ours blanc qui n'a jamais eu lieu. Parce qu'évidemment, un ours blanc sur un glaçon, c'est très médiatique. On se dit, le pauvre, il va couler. En fait, les gens ne savent juste pas que l'ours blanc utilise les glaçons dérivants pour aller pêcher des phoques un peu plus loin. L'ours blanc nage parfaitement bien dans l'eau. Et voilà le genre de petite erreur médiatique qui sème la confusion. On assiste en effet, effectivement, au niveau du pôle Nord, à un réchauffement depuis quelques décennies, mais on se trompe également sur l'origine du réchauffement, et on se trompe par exemple sur l'effet que joue le Gulf Stream dans cette affaire-là. Et l'histoire des hannetons, c'est vrai qu'on n'en voit plus en France? Alors oui, mais là aussi, les causes sont parfaitement connues, c'est certainement pas la montée des températures. C'est l'utilisation massive des intrants chimiques dans les cultures de masse. On a choisi de faire une agriculture industrielle parce que on est, bien sûr, le matrix qu'on utilise avant tout, c'est le PIB, les échanges, la balance commerciale. On veut que notre agriculture soit exportatrice. C'est un choix de la France. Mais ça a un prix à payer. Et ce prix n'est jamais inclus dans les calculs de l'économie orthodoxe. On a inventé les crédits carbone en mettant un prix ridicule. Ce qu'il faudrait, il y a des économistes qui travaillent sur ces sujets. Nicolas Georgescu, par exemple, qui travaille sur une économie qui inclut la biosphère, mais on va dire de manière honnête. C'est-à-dire qui calcule le prix qu'on fait payer à la biosphère pour obtenir un gain d'un point de PIB. Ça, pour l'instant, c'est pas fait, c'est très regrettable. Et donc, on garde le focus uniquement sur
sur l'économie au sens strict, sans regarder ce que cela coûte à l'environnement de faire vrombir le moteur économique de cette manière-là. Il y a mille choses passionnantes à retenir dans cet ouvrage. Tout d'abord, je note que pour vous, l'inquiétude climatique ne date pas d'aujourd'hui et que la manipulation des esprits par la peur n'a vraiment rien de nouveau dans l'histoire de l'humanité, quasiment. Oui, ça c'est le chapitre un petit peu plus politique, effectivement. De nos jours, on a redécouvert, j'ai l'impression, Gramsci, qui prônait l'hégémonie culturelle pour prendre le pouvoir par la gauche à l'époque. Et maintenant, je me rends compte que cet auteur est repris même par d'autres formations politiques. En tout cas, cet homme avait compris que pour faire passer des idées et des réformes importantes, il faut d'abord gagner le cœur et l'esprit des gens pour qu'un certain vocabulaire soit utilisé, pour que certaines idées semblent de plus en plus naturelles, jusqu'à ce que éclose enfin la révolution tant désirée. Et alors Gramsci était un révolutionnaire, on peut le classer dans différentes cases, on va dire de la gauche ultra, mais on sait bien que la manipulation par la peur est très efficace. La peur est un fondement archaïque de l'homme. Et on voit que c'est un registre qui est très très souvent utilisé aujourd'hui. À toute heure du jour ou de la nuit, on a un nouveau motif d'inquiétude au niveau des médias. Que ce soit des inondations, que ce soit le virus, que ce soit les plastiques. On va dire, le choix est véritablement... il y en a. De là à dire que nos schémas mentaux sont à peine plus évolués que ceux de Machiavel et Christophe Colomb, c'est raide. Eh bien, je ne crois pas qu'on ait beaucoup évolué, même, on va dire, d'un point de vue anthropologique, depuis l'homme de Cro-Magnon. On a simplement ajouté des couches culturelles. Mais quelque part, les tréfonds de l'âme, en particulier, on a été des proies et des chasseurs, hein, on l'oublie un petit peu. Donc il y a à la fois le côté prédateur, et puis le côté anxieux. Et notre nature humaine d'aujourd'hui, Machiavel est encore très proche, hein. Alors je cite Christophe Colomb simplement pour les débuts datés de l'inquiétude climatique. Parce que l'inquiétude Christophe Colomb a peur du climat. Absolument. Christophe Colomb a été pris, sa flottille a été prise dans des tempêtes tropicales qu'il n'avait jamais vues. Et c'est le premier qui s'est posé des questions sur l'origine de ces dérèglements pour lui. Il l'a attribué à l'époque à la hauteur des arbres et au climat tropical. Et quelques années après lui, on a commencé à coloniser les îles de l'ouest de l'Afrique, là. Et on a vu en 50 ans changer le climat de l'île de Madère, par exemple, qui a été presque entièrement déboisée. Donc, depuis 1550, on va dire, les humains savent qu'ils peuvent, au moins localement, avoir une influence sur le climat. Mais c'était local. Aujourd'hui, on parle du climat global, et bien sûr, cette inquiétude est la même. Elle est même pire, peut-être. Hein. On se dit que c'est toute la planète qui est impactée par nos activités. Mais je le redis, le CO2 en tant que tel, c'est un faux ennemi. On va voir d'ailleurs sur ces questions de confusion ou manipulation. Allez, oui. Je me lance dans l'ouvrage. Le mantra rappelé sans cesse depuis le sommet de la Terre, c'était à Rio en 1992, les plus jeunes s'en souviendront. Le réchauffement climatique est entre 1,5 à 4,5 degrés d'ici un siècle. En 2024, par exemple, le monde n'a jamais eu aussi chaud. Confusion, manipulation. Alors je prends du temps aussi dans le livre pour rappeler d'où viennent ces deux chiffres-là. On nous fait croire que ce sont des chiffres qui émanent de la science actuelle. En fait, on trouve 1,5 et 4,5 dans les écrits de Svante Arrhenius, qui est l'ancêtre reconnu de la science du climat, 1896, je le rappelle. Et donc, sa première estimation, c'est le premier qui a fait un lien, on va dire, mathématique entre la concentration de dioxyde de carbone et la température. Ses premières estimations, c'était 4,5. Suite à ça, un autre physicien, Ångström, aussi suédois, lui a dit écoute, là, tu as oublié de prendre en considération un certain nombre de phénomènes. Et Arrhenius a bien entendu le message et il a ramené ses prédictions à 1,5. Et ces deux chiffres-là datent d'Arrhenius. Aujourd'hui, la science climatique nous fait croire qu'elle a beaucoup évolué parce qu'on a des équations un peu plus solides et des très gros ordinateurs qui moulinent les données. Mais on n'est pas capable de faire mieux que ça. Et donc on a gardé ces deux bornes, 1,5 et 4,5, mais on les présente plus du tout sous cette forme-là. On les présente sous forme de trajectoire d'émissions de CO2, en en émettant moins, en en émettant plus, on arrive en haut, en bas de l'échelle. Mais c'est parfaitement anti-scientifique. 1896-2024,
Vous avez estimé, je crois, hein, pour l'avoir lu, l'augmentation de la température sur cette période-là, disons de 160 ans. C'est de l'ordre du degré. C'est de l'ordre du degré, 1,0 quelque chose. Tout dépend. Vous savez, en ces époques-là, on n'avait pas les satellites. Aujourd'hui, on mesure la température globale de la Terre. C'est la première fois qu'on a un outil avec les satellites qui mesurent justement le rayonnement infrarouge. C'est la mesure la plus solide qu'on puisse donner. Avant, il y avait des stations météo. On a des relevés, des almanachs agricoles. On essaie de reconstituer. On n'avait pas un tel réseau de thermomètres sur toute la Terre. Donc, on fait des reconstitutions, on va dire. Hein. Mais quelque part, on a des modèles qui fonctionnent à peu près et qui fonctionnent justement avec les cycles du Soleil. Si vous regardez les courbes des températures de ces dernières décennies, les hauts et les bas épousent parfaitement l'activité du Soleil et pas l'émission du gaz carbonique. Donc c'est assez extraordinaire. Vous répondez à ceux qui vous disent c'est l'année la plus chaude, les années les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde. Qu'est-ce qu'on leur répond? Je sais ce que vous leur répondez. Vous leur dites mais au pôle Sud, on a enregistré les plus faibles températures. On est descendu jusqu'à moins 89 degrés. Hein, moins 99 degrés en 2021. Ben ça, c'est pas une réponse. Tout le monde voit bien qu'il fait chaud, oui. Plus chaud. C'est une réponse, on va dire, sur le focus. On peut mettre le focus sur tel ou tel paramètre en oubliant d'autres. Donc globalement, la Terre ne se réchauffe pas, on va dire, d'une manière catastrophique. Je passe du temps dans le livre à montrer tous les phénomènes de rétroaction qui sont en fait des effets de modération des écarts de température. La Terre fait ça depuis 4 milliards d'années. On va dire, elle sait le faire. Par contre, il y a effectivement en ce moment, on va dire, une tendance au réchauffement. On est d'accord, personne ne nie cela. Simplement, ce que je dis et ce que je répète avec plusieurs exemples, c'est que les phénomènes à l'origine de ça sont mal compris par les scientifiques eux-mêmes. Et quand certains écologistes nous disent que ça se passe à un rythme jamais vu, c'est faux. Parce que j'ai aussi, dans mon chapitre sur les pôles, je montre qu'il y a des phénomènes qu'on reconstitue dans les carottes glaciaires, en mesurant tout ce qu'on sait dans les bulles d'air qui contiennent beaucoup de choses qu'on peut exploiter. On peut montrer qu'il y a eu des événements extrêmement rapides à l'échelle de la dizaine d'années, très très souvent dans la vie du pôle Nord, avec des montées catastrophiques de température, 6-7 degrés, suivies après d'une période de relaxation lente, bien avant que l'homme arrive sur Terre. Donc c'est faux de dire qu'on n'a jamais vu ces amplitudes et qu'on n'a jamais vu cette vitesse. C'est objectivement faux. Et c'est la raison pour laquelle je me suis, au bout d'un moment, en voyant l'empilement des propositions fausses dans les médias, sur les sites internet, on peut revenir sur le Gulf Stream, c'est un peu hilarant, en mettant ça en parallèle avec l'anxiété de mes étudiants, je me suis dit, il faut que je commence par mettre par écrit ce que je vois, ce que je subodore, et ce que j'aimerais qu'on discute un petit peu plus scientifiquement, on va dire, sur la place publique. Le Gulf Stream, en fait, j'ai bien compris, c'est le vent qui dévie le Gulf Stream. Eh bien, justement, non. C'est ce qu'on trouve sur les sites Internet. Le Gulf Stream, c'est un courant géant. Il faut vous imaginer que c'est un fleuve plus imposant que l'Amazone. C'est un fleuve océanique qui fait 1 km de profondeur, 1000 mètres de profondeur, 300 de large. On peut calculer l'énergie cinétique d'un objet comme ça. Les vents, non, c'est vraiment trop ridicule. Les vents n'ont aucun pouvoir, on va dire, à part en surface, de bouger ce truc-là, qui circule en fait sur toute la Terre. Hein. Le Gulf Stream est un petit élément de toute la circulation thermo-haline qui circule en surface, qui redescend en profondeur, qui fait le tour de tous les continents, qui va dans le Pacifique, qui fait le tour de l'Antarctique. C'est un objet énormissime dont on n'a pas idée, bien sûr, parce qu'on ne le voit pas. Et ce Gulf Stream-là, il tourne dans ce sens à cause surtout de la tension thermique entre le pôle Nord et l'équateur. C'est ça le moteur. Et donc, quand on nous dit « attention, le Gulf Stream est en train de ralentir, ça sera la catastrophe pour le climat en Europe », c'est un argument qui contredit le discours lui-même, parce que c'est en fait le Gulf Stream qui réchauffe les pôles. C'est de l'eau chaude qui vient du Mexique, on va dire de ces régions-là, qui va réchauffer le pôle. Si donc le courant baisse, il y aura moins de réchauffement du pôle. Et ceci fait qu'avec le théorème de l'air, on aura donc une réaccélération du courant. C'est typiquement un effet de rétroaction, on va dire,
de modération d'un effet. À peine un effet se déplace dans un sens, il y a un mécanisme naturel qui le ramène dans le sens opposé. Et le climat de la Terre est rempli de mécanismes de ce genre-là, qui ramènent tout le temps le système à une marche non pas divergente, mais convergente, et à évolution très très lente. Le physicien explique d'ailleurs dans l'ouvrage qu'on reçoit de l'énergie, mais que la Terre renvoie de l'énergie. Mais ça, je laisse les pages aux physiciens et pas aux béotiens comme moi. C'était plus compliqué. Moi, je reste dans l'océan, si vous voulez bien, et vous réfutez là aussi la notion d'élévation du niveau des océans. Vous dites non, le niveau de la mer ne va pas nous submerger demain matin. Vous ne prenez donc pas en compte la fonte des glaces ou la dilatation thermique de l'eau, et surtout vous ignorez les inondations, l'érosion de nos côtes, la salinisation, et puis aussi bien évidemment les conséquences, c'est-à-dire les réfugiés climatiques. Alors juste pour la salinisation, on dit de temps en temps, quand on a envie d'employer cet argument, on parle de salinisation. Quand on a envie de parler de Gulf Stream, on dit qu'il y a de l'eau douce qui descend des glaciers et qui empêche la salinisation. Vous voyez bien qu'en fonction de l'envie qu'on a, on peut employer n'importe quel argument dans un sens ou dans l'autre. Je reviens sur la montée des eaux, parce qu'effectivement, on est dans l'ordre du millimètre par an, c'est-à-dire du centimètre, de quelques centimètres par décennie. Et si vous multipliez encore par un facteur important, on arrive à 100 mètres en 30 000 ans. Moi, j'ai 10 cm en 30 ans. 10 cm en 30 ans, oui. C'est pas rien, si. Ça fait 100 mètres en 30 000 ans, mais nous parlons des 30 000 ans passés. La mer est déjà montée de 120 mètres. Parce que le couvercle glaciaire, qui a occupé tout le pôle Nord jusqu'à la moitié de la France, on va dire, la moitié du globe, a fondu. Et c'est cette eau qui se retrouve aujourd'hui dans les océans. Et pour tout dire, il n'y a plus de réserve. Il n'y a plus de réserve de glace suffisante pour faire monter les eaux d'un tel niveau. Et imaginez-vous, la moitié quasiment de l'hémisphère nord, jusqu'à la latitude de 45 degrés, c'était de la glace. Il n'y a plus autant. Le seul réservoir de glace qui existe, qui est pérenne, on va dire, parce qu'il est assis sur le socle rocheux, c'est l'Antarctique. Eh bien, j'ai commencé avec mes étudiants. Lorsque j'ai vu l'anxiété dans leurs assemblées générales à propos des marches, je leur ai dit, si vous voulez, on fait un calcul. Et on a calculé ensemble le temps qu'il faudrait, dans des hypothèses complètement irréalistes, de focaliser la totalité du rayonnement solaire qui arrive sur Terre sur le petit Antarctique. On trouve déjà qu'il faudrait 15 ans pour... Alors, la totalité de tout le rayonnement, focalisé sur l'Antarctique, 15 ans. En vérité, on n'a pas 300 watts qui arrivent sur l'Antarctique. On a un forçage climatique qui, au grand maximum, fait 2 ou 3 watts. Donc il faut multiplier par 100 déjà. On n'est plus à 15 ans, on est à 1500. Et puis quand on prend la surface de la Terre par rapport à la surface de l'Antarctique, on arrive à 15 000 ans. Donc dans 15 000 ans, on va dire, si les phénomènes continuent sur leur lancée, peut-être que l'Antarctique pourrait fondre. Mais dans 15 000 ans, il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus de charbon, il y aura peut-être même plus d'humains, on n'en sait rien. Mais c'est ridicule de prendre une tendance et de l'extrapoler en ligne droite pour en tirer des conclusions affolantes, évidemment. Affolantes parce qu'il faut faire le buzz. Dans votre démarche, l'émission pourrait, malheureusement, le temps nous est compté. Moi, je vous écouterai sur beaucoup d'autres sujets que j'ai lus. Et je vous invite vraiment à découvrir cela parce que c'est une démarche que je trouve intéressante. Parce que, en fait, vous n'êtes pas un climato-sceptique. Vous êtes, pourrait-on dire, un climato-réaliste, ce terme-là. Oui. Vous êtes surtout un environnementaliste. Oui. Il y a toutes des pages entièrement consacrées, alors là, de manière surprenante, à stoppons le nucléaire. J'ai cru retrouver l'autocollant de René Dumont. Oui, alors ça, c'est un vaste sujet, bien sûr. Hein. Oui, et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un tel sujet uniquement en France. On entend encore beaucoup, même si ça s'est un peu calmé, le nucléaire ou la bougie, le retour à la bougie. Et même quelqu'un qui est très présent sur les ondes, comme Jean-Marc Jancovici, hein, il est très sympathique, mais on va dire il fonctionne à sens unique. Ce garçon prétend que les énergies renouvelables sont l'épaisseur du trait on va dire, dans les courbes d'utilisation, ce qui est vrai en France. En Allemagne, je ne sais pas s'il est au courant, le solaire allemand représente plus de puissance électrique que tout le nucléaire français. Donc il faut juste arrêter de dire que le renouvelable ne marche pas. En Angleterre, il y a 30 gigawatts d'éolien. En Espagne, ils vont arriver à 50% de renouvelables et à 80% en 2030. Par exemple, vous êtes pour l'éolien? Ah ben l'éolien,
On ne va pas expliquer aux Anglais qu'il faut arrêter l'éolien. Ils ont 30 gigawatts d'éolien qui les nourrissent au jour le jour. Parce que vous voyez, vos jeunes sont inquiets par le réchauffement climatique. Moi, je suis inquiet par les éoliennes qui sont en face de ma campagne. Alors, ma plage, à la Baule. Oui, je sais que les éoliennes font face à un petit vent de fronde. L'avenir de l'éolien... Un petit vent de fronde, un grand vent de fronde, croyez-moi. Hein. L'avenir de l'éolien, c'est en mer. C'est de là que vient l'essentiel des puissances éoliennes installées, par exemple, au Danemark. Il faut savoir que le Danemark en arrive à 0 hydrocarbures et 0 nucléaire. Donc on pourrait quand même se demander en France, comment se fait-il qu'ailleurs, on arrive à faire ça, et que nous, on en est encore à donner l'alternative entre la bougie et le tout nucléaire. Je fais un long paragraphe. Le nucléaire, ça ne sert pas à sauver le climat. Ah non, certainement pas. Et je suis là, quand je parle de manipulation dans le bouquin, c'est parce que notre président en exercice prétend qu'il va sauver la France, la planète, le climat et peut-être la galaxie avec 6 nouveaux EPR. Ce qui est un peu ridicule quand on regarde l'étendue des problèmes et la place que prend l'énergie électrique dans le paysage de la biosphère, en fait. Vous dites d'ailleurs qu'il y a des nouvelles techniques au-delà du nucléaire qui permettent aujourd'hui d'aborder l'après-nucléaire, si j'ose dire. Oui. Non renouvelable. Oui, effectivement. Donc, justement, le projet ITER, le tokamak thermonucléaire, c'est encore une espèce de miroir aux alouettes. J'en parle assez longuement. Il y a d'autres projets qui font... En Belgique, en Suisse ? En Belgique, en Suisse, effectivement, qui travaillent sur le thorium, qui est disponible à foison partout. Nous, on s'est mis dans un corner avec l'uranium. On a été éjecté du Mali, comme vous le savez. On s'est rabattu sur la Mongolie. On a un contrat d'uranium avec la Mongolie, avec des sites qui sont déjà contaminés pour la population qui vit aux alentours de ces sites. Donc on croit ici, enfin si on écoute le discours officiel, que le nucléaire c'est propre, c'est la souveraineté, c'est pas cher, ce sont 3 mensonges qui sont gros. C'est l'éditeur qui a imaginé le nez de Pinocchio là sur mon livre, c'est pas moi, mais c'est pour dire, dans le domaine du nucléaire, on navigue en plein mensonge. C'est un peu désolant. Comment les écologistes prennent votre démarche? Ils entendent René Dumont, qui est leur maître, qui était leur maître. Et en fait, ils n'ont pas du tout envie d'entendre ça, non? Eh bien, je pense qu'il y a beaucoup d'écologistes, on va dire, qui sont un peu des ayatollahs du climat, bien entendu. Il y a des écologistes raisonnables. Il y a plein, je suppose qu'il y en a plein, j'en ai pas rencontré tant que ça, on va dire, des militants. Le problème des militants en politique, c'est qu'ils croient souvent détenir une vérité absolue. C'est un petit peu difficile, mais je suis certain qu'il y a beaucoup d'écologistes pour qui les problèmes de biodiversité et de saccage des océans, de saccage des forêts, de saccage des espaces vivants est une priorité plus grande que d'émettre un peu plus ou un peu moins de CO2. Je suis certain qu'il y a beaucoup d'écologistes raisonnables. Voilà. Vous êtes scientifique, environnementaliste, avec un discours donc très particulier, très fondé, et avec quelque chose qui nous rassure dans ces fêtes bientôt de Noël, c'est que la fin du monde n'est pas pour 2050. Donc on est bien d'accord? Absolument. Donc la revue scientifique Nature avait tort? La revue scientifique Nature a de gros problèmes de conflit d'intérêts, et elle est au centre d'une espèce de tourmente éthique pour sa manière de sélectionner les articles. Et je ne peux pas rentrer dans ce détail-là. Mais c'est vrai que la communauté scientifique doit elle-même s'interroger sur certaines de ces pratiques. Et quand on dit la science, c'est aussi l'institution science. Il y aurait des choses à dire, je vais peut-être consacrer un livre un jour à cette question. Vous serez bienvenu, on a jusqu'en 2050, donc on a le temps de se revoir. Merci professeur Husson. Climat de la confusion à la manipulation, c'est aux éditions L'Artilleur, une belle maison d'édition, et c'est en vente sur le site tvl.fr. Vous allez bien évidemment dans la rubrique boutique de ce site. Merci à vous. Merci à vous.